Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première édition du Région Pays de la Loire Tour, la course qui remplace le circuit de la Sarthe. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ces 4 jours de course, les coureurs, les équipes au top, les bonnets d'âne comme d'habitude. Vous en avez l'habitude, pas de bilan des bleus parce qu'il y avait quasiment une majorité de coureurs français, donc on aura pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette épreuve. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes. Vous pouvez rajouter également toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Également, vous pouvez aller voir EPS 2.0 sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur Google Podcast, en plus de vous abonner sur Spotify, Deezer, qui j'ai oublié d'autres, dans les podcasts Amazon, voilà, qui est le dernier. Et puis TikTok, le débrief des courses, quand voilà, il y a beaucoup de courses, le débrief rapide des épreuves. Je m'excuse pour hier, le débrief du Tour du Pays Basque est arrivé très tard. J'ai eu des... Alors, faut savoir que le vendredi avec la 4G, ça me fait à chaque fois ça. À chaque fois que j'ai plus de ligne fixe, le vendredi, je ne sais pas pourquoi ça déconne. En sachant que ça devrait revenir rapidement parce qu'ils ont encore tenté de voler les câbles. C'est, je sais pas, c'est au moins la 5e tentative. Mais là, ils se sont fait arrêter un peu avant, quoi. Ils n'ont pas tout défoncé. Enfin, arrêté, je sais pas, mais ils ont été surpris par les gendarmes. Voilà. Donc ça devrait revenir la semaine prochaine, normalement. Mais la 4G, ça déconne le vendredi. À chaque fois, le vendredi, ça me le fait. J'ai une connexion toute pourrave le vendredi après-midi et en soirée. Et là, en plus, je pouvais pas être chez moi pendant pendant 1 heure, il fallait que j'aille quelque part. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu faire l'upload aussi facilement que je voulais. Donc, ça a été un petit peu la galère hier. Mais je m'en excuse. Région Pays de la Loire Tour, course intéressante avec du spectacle. C'est vrai que cette montée de la côte du Gazonfier, c'était une très très bonne idée. Surtout qu'il y avait énormément de monde pour ceux qui ont vu cette arrivée du côté de la côte du Gazonfier. Il y avait beaucoup de monde, il y a eu quand même des rebondissements. Ça s'est décanté assez tôt, au final à 30 bornes de l'arrivée, c'est-à-dire il y avait encore 3 passages. Vraiment, ils ont tenté de sortir. Et le circuit était pas si facile que ça parce qu'il n'y avait pas que la côte du Gazonfier, il y avait également 2-3 endroits avec des beaux faux plats montants. Et en plus, c'était pas trop technique non plus dans le final. Donc ça c'était bien. Il y a un peu plus de sécurité que sur le circuit de la Sarthe, puisque l'année dernière ça avait été filmé, le circuit de la Sarthe. C'était filmé, c'était diffusé par TV. C'était la TV Sarthe, je sais plus c'était quoi la chaîne. J'avais dû regarder tout ça sur Dailymotion. Je sais plus c'était quelle chaîne. Et toutes les arrivées étaient merdiques. Les 4 jours de course, il y avait des arrivées à la con. Là, c'est vrai qu'à part le premier jour, où l'arrivée était vraiment... le circuit final était très dangereux. Les autres étapes, ça allait un peu mieux. Même si finir à chaque fois par un circuit... Bon, le dernier jour, c'est intéressant avec la côte du Gazonfier parce que c'est un circuit qui est difficile. Après, si c'est pour avoir un circuit tout plat où il n'y a pas grand-chose en fait sur le circuit, je vois pas vraiment l'intérêt et c'était le cas quand même notamment sur l'étape 2, sur l'étape 3. On aurait pu faire une arrivée en ligne. En plus, il n'y avait pas énormément de spectateurs sur le bord de la route non plus. Donc, ouais. Je suis pas convaincu. Faire des circuits, c'est bien. C'est quand vous voulez faire des circuits, que vous voulez rameuter du monde et qu'il peut y avoir une difficulté à un endroit du circuit. C'est pour faire un circuit tout plat et en plus, il n'y a personne. Je vois pas vraiment toujours l'intérêt. Et puis en plus, on avait une belle liste de départ quand même avec les sprinteurs français qui étaient venus en nombre. Et puis sur les équipes continentales et Conti Pro, c'était pas mal aussi. Donc non, une course intéressante. On sent que ça progresse, même s'il y a encore du travail à faire. Je pense que mais ça va plutôt dans le bon sens. Le circuit de la Sarthe, c'est vrai que ça avait du mal à se médiatiser. Et là, ça progresse depuis quelques temps, donc c'est bien. Sur ce région Pays de la Loire Tour, il y a eu des étapes. La dernière étape était très intéressante. Après, il faudra peut-être muscler une autre étape, rajouter quelques difficultés. Mais bon, dans les Pays de la Loire,
c'est pas non plus le temple des boss, très clairement, hein, donc c'est pas forcément facile. Puis j'ai eu l'impression également qu'il n'y avait pas trop de temps. Alors il y avait un peu de temps de transfert, mais qu'ils se sont débrouillés pour pas en avoir trop. Et puis le passage au circuit du Mans, c'était bien. Par exemple, voilà, il y avait des choses intéressantes sur le parcours au niveau également tourisme, on va dire, pour mettre en valeur cette région. Ça a bien mis en valeur cette région, même si sur la première étape, bon, on aurait pu trouver un autre lieu d'arrivée parce que c'était beaucoup trop technique du côté du circuit final. On passe tout de suite du côté des coureurs au top. Ah, attaque de Marlou! Je commence avec le vainqueur du général, Alexander Kamp. Ça va lui faire du bien parce qu'il essaye de se relancer à la Tudor. Il est passé chez Trek pendant 3 ans. C'était son équipe précédente, Kamp. Ça s'est pas forcément super bien passé. L'année 2022, bon, il est 3e de la Bretagne classique l'année dernière, mais est 15e du Grand Prix Québec, vainqueur également du championnat du Danemark, 5e de l'Amstel, mais il était présent sur très peu de courses. Après, c'est quand même un profil atypique, c'est un peu un profil à la Julien Simon. Vous savez, mi-sprinter, mi-puncher, c'est pas le plus rapide des sprinters, c'est pas le meilleur des sprinters qui passent les bosses non plus, donc c'est un profil un peu hybride. Et c'est vrai que quand je regarde du côté de la Trek, 2021, meilleur classement 9e sur une étape en début de saison. Et en 2020, oui, ça avait été un équipier. Il avait 34 jours de course. Ça n'avait pas été facile pour lui. Alors qu'il a eu des résultats, notamment chez lui, ou dans les pays scandinaves, notamment avec une victoire sur le Lillehammer Grand Prix, qui est une course importante. Il avait pris également une belle 13e place sur une étape du Tour de Grande-Bretagne en 2019. 6e d'une étape du Tour de Danemark également la même année. 4e pardon, du Tour du Yorkshire et vainqueur du circuit des Ardennes. Donc voilà, c'est un coureur qui sait faire, qui sait être performant, qui a une bonne pointe de vitesse. Chez Trek, ça s'était pas bien goupillé, il avait souvent un rôle d'équipier. Et là, la Tudor, quand je disais le recrutement de la Tudor qui est quand même pas mal, hein, quand vous voyez notamment Arvind de Klein, ils ont pris des bons coureurs qui soit c'était un peu perdu, soit étaient performants en continental ou dans des équipes un peu moins bonnes. Et ça, je trouve que c'est un bon choix d'équipe, de stratégie. Et puis derrière, ça bosse bien. Il y a des beaux moyens, je pense, hein, aussi derrière du côté de Tudor. J'ai vu un petit reportage de 4-5 minutes. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube d'Eurosport, sur Cancellara et sur comment ils ont mis en place ce projet et quel était leur objectif derrière ce projet. L'idée était de soutenir le cyclisme suisse avec les moyens d'une grosse entreprise comme Tudor. Et il disait Cancellara, Tudor, ils auraient pu aller n'importe où. Ils auraient pu avoir une équipe en World Tour. Non, ils ont décidé de nous accompagner. Donc on doit respecter également notre sponsor. Et on doit essayer de mettre le maximum de performance. Et je trouve que dans leur recrutement, dans leur manière de faire, c'est vraiment bien. Et puis ils disaient que leur objectif également, c'est que les coureurs aient le sourire. Avec une victoire sur une course par étape, je pense que ça doit pas être mal. Et puis c'est leur première victoire sur une course par étape, après la victoire du côté de Milan-Turin. Donc voilà, belle perf du côté de Kamp qui a été performant sur l'étape de Mayenne et sur l'étape du Mans, voilà, en fin de semaine. Et puis il avait été là également sur l'étape du Lyon-d'Angers du côté d'Alexander Kamp, qu'on devrait retrouver sur l'Amstel de la Flèche Brabançonne. L'année dernière, il avait fait 5e de l'Amstel. Ça peut faire partie des gros outsiders, hein. L'Amstel, c'est une course qui est pas la plus facile à pronostiquer, donc ça peut faire partie des coureurs qui peuvent vraiment faire de très bonnes choses sur cette épreuve. On poursuit avec Brian Cocard. Brian Cocard, très belle semaine de victoire d'étape pour le Français, 7e du classement général, même si ça a été un peu compliqué du côté de la côte du Gazonfier. C'est surtout que sur cette dernière étape, je pense qu'il aura des regrets, Brian Cocard, parce que ça joue à pas grand chose. Il rate un moment le bon coche et il se retrouve dans un groupe de poursuivants et il n'arrivera jamais à revenir. Mais ce que j'ai aimé moi avec Brian Cocard, c'est qu'il a été très performant cette semaine et surtout, contrairement à l'année dernière, là il y a eu un gros travail fait par Chimolai. L'année dernière, c'est vrai que Chimolai, on l'avait vu quelques fois avec Walscheid ou avec Cocard ou avec Consoni.
ça se passait pas bien, ils n'arrivaient pas à se trouver, ils n'arrivaient pas à faire le travail de lanceur. Et là, on peut dire que quand même sur 2 sprints, Chimolai fait un énorme travail. Sur le premier jour, c'est Chimolai qui fait 80% du job, quasiment. Et sur l'étape 3, oui, l'étape de Mayenne, eh bien, ils se sont bien entendus également. Et ils ont fait un beau boulot. On comparait à Brian Walton et Arnaud Desmar, c'est un peu le jour et la nuit. Là, ça a bien marché. Et puis ensuite, Brian Cocard, la victoire sur le Tour de Nonder l'a vraiment débloqué. Je pense que le fait d'avoir refait un petit peu de piste également, ça lui a fait du bien. De refaire un petit peu de cyclisme sur piste, ça lui a redonné peut-être des automatismes, peut-être un petit peu de giclette. C'est un peu comme Gaviria, ces 2 coureurs qui viennent de la piste, qui sont ensuite allés sur la route, qui venaient tous les deux du côté de l'Omnium et qui ensuite ont arrêté complètement la piste. Et je pense que ça a été une erreur pour ces 2 coureurs-là. Et les 2 reviennent au top, à un bon niveau. Et c'est avec Brian, on va me dire oui, il n'y avait que les sprinteurs français. Oui, sauf que vous aviez Arnaud Desmar. Déjà, que c'est pas n'importe quel sprinter français, qui avait quand même Jason Tesson également du côté de la Total Energy, Lorenzo Manzin, qui avait également Vandenberg du côté de F. Donc c'était pas non plus n'importe quoi du côté des différentes formations. Voilà, il y avait du beau monde. Et Brian Cocard a su bien jouer. Et le sprint du 2e jour auquel il ne participe pas, c'est parce qu'il est impliqué dans la chute. Voilà, bonne semaine de Brian Cocard. Et ça va lui donner plein de confiance. Je ne sais pas quelle est la suite de son programme à Brian pour les jours à venir. Paris-Camembert, le 11, donc le lendemain du lundi de Pâques. La Flèche Brabançonne, l'Amstel aussi. On sait que il avait été vice-champion du monde espoir du côté du Coberg. Et puis ensuite, il fera une coupure pendant un mois avant de faire les boucles de la Mayenne, Tour de France. Peut-être qu'avant le Tour de France, il fera également une autre course. Pour Brian, mais voilà, un programme qui va l'amener correctement vers le Tour de France, voilà, avec une je dirais une 45-50 jours de course, quoi. On sera dans ces eaux-là pour Brian, donc vraiment avec pas mal de fraîcheur encore, et puis avec une bonne forme, je pense, une bonne condition physique, et puis c'est un coureur voilà, qui est en forme. Et avec un Tour de France qui va pas être facile, notamment les premiers jours, c'est avec un coureur comme Brian Cocard qui passe quand même bien les bosses, ça peut lui donner un réel avantage sur certains sprinters. C'est peut-être l'année de la première victoire sur une étape de grand tour pour Brian. Et vraiment ça serait je serais très content pour lui parce que c'est un coureur qui avait plein de talent, qui a fait des mauvais choix de carrière à une époque. Je pense qu'il a fait confiance à Jean-René Bernaudot à une époque où il n'y avait pas d'équipe pour l'emmener, très clairement, du côté de la Direct Energy. Ensuite, il a fait confiance à Jérôme Pinault on n'a jamais mis les moyens où c'était pas souvent très bien organisé également autour de lui. Puis là, la Cofidis, ça a l'air de bien se goupiller. Et puis il est en fin de contrat aussi à Brian Cocard, à 30 ans. Est-ce qu'il va prolonger à la Cofidis? Est-ce qu'il va aller dans une autre formation? Je pense qu'il va y avoir des négociations. Moi, je dirais que la Cofidis, pour l'instant, ça lui réussit bien. C'est une équipe où il est leader pour le moment, avec Guillaume Martin aussi et avec d'autres coureurs, mais il a un statut quand même très protégé. Donc ça peut être intéressant de rester à la Cofidis. Je pense qu'il y aurait peu d'intérêt à ce qu'il aille ailleurs, à part si une autre équipe lui proposait quelque chose de bien, avec un train de qualité. Ce qui ne semble pas si évident que ça pour le coureur français. On continue avec Uno X. 2 victoires d'étape. Vernès qui confirme, 2e du général, victoire du côté de la côte du Gazonfier, qui confirme la forme qu'il avait sur la route à Delhi. Il était très fort à Vitré. Et puis la victoire et le doublé lors de l'étape numéro 2, ça va faire du bien au NoX parce qu'un début de saison qui est pas fantastique, je pense qu'il est en dessous des attentes de l'équipe. Ils n'ont pas trop réussi sur les classiques flandriennes à part sur à travers la Flandre avec Christophe. Ça a été un petit peu compliqué pour eux sur ce début de saison, pas les objectifs et pas le niveau espéré. Donc là, avec ce résultat-là, ça va faire du bien à la formation. Et puis il commence à rentrer dans une balle dynamique. Grand Prix de Vitré, ce région de la Sarthe, ce région Pays de la Loire-Tour. Là aussi, faudrait juste dire aux organisateurs, changez le nom, parce que c'est le Tour des Pays de la Loire, c'est beaucoup plus facile que région Pays de la Loire-Tour. On ne sait pas pourquoi il y a le mot région, c'est imprononçable, personne ne le dit correctement. Changer le nom de la course, c'est vraiment pas intuitif du tout. Pour revenir à Uno X,
Vraiment, ils ont fait plutôt une belle semaine. Ils ont été en plus souvent à l'avant, souvent présents aux avant-postes dans la course. Donc voilà, ils ont fait du bon boulot et ça va vraiment leur faire du bien. Après une première partie de saison qui, je pense, était en deçà des attentes. Et puis peut-être que ils ont décalé également leur pic de forme. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient démarré très fort. Et puis à partir d'avril-mai, on avait commencé quand même à beaucoup moins les voir. Là, peut-être que l'objectif est d'être beaucoup plus régulier sur cette année 2023. Et puis on termine avec les équipes continentales. Je mets les trois, alors peut-être que je vais mettre le maillot de GoSport, enfin de Roubaix-Lille Métropole, c'est vrai qu'on dit toujours GoSport, mais le sponsor ne payant plus, je pense qu'on pourrait dire seulement Roubaix-Lille Métropole. Belle 4e place de Jérémy Levaux au classement, ça va faire du bien à l'équipe, parce que financièrement c'est très compliqué cette année, du fait que le sponsor n'est pas payé. C'est vraiment pas évident pour eux et réussir à faire 4e dans ces conditions-là, alors que peut-être que les salaires arrivent avec du retard, ou il y a dû avoir des baisses de salaire avec peut-être un staff qui est pas aussi important que ce qui était prévu. Eh bien, je trouve ça bien de réussir à faire cette belle 4e place. Mais je dirais que généralement, ces équipes de 3e division ont fait du bon boulot. Je dirais la seule qui a été en difficulté, mais qui est souvent en difficulté, c'est Nice Métropole Côte d'Azur. Mais déjà, il faudrait voir cette équipe de temps en temps parce que elle est quand même très peu présente. Mais Romain Cardi, ça fait du bon boulot. Du côté de Saint-Michel, Mavic Aubert 93 qu'on a vu souvent aux avant-postes également pour lancer les sprints. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est très satisfaisant pour ces équipes continentales qui font du travail. CIC également, une Nantes Atlantique. On a eu du Pierre Barbier qui a fait 3e, du Casper Pedersen également qui a pris un top 10. Donc voilà, je trouve que ça a été une belle semaine pour les équipes continentales françaises qui ont montré qu'elles peuvent se battre face à des belles formations du World Tour et face à des belles formations de Conti Pro, et qu'on a un beau visier d'équipes continentales qui font du très bon travail, sérieusement, qui mettent des moyens. Il y a des sponsors également derrière qui mettent des moyens et ça c'est très intéressant pour ces équipes-là. Et puis pourquoi pas un jour voir CIC une Nantes Atlantique en 2e division. C'est pas prévu pour le moment, mais c'est vraiment des équipes qui font pour le moment du bon travail. Et puis on espère que du côté de Roubaix, Lille Métropole, on trouve un repreneur dans les périodes à venir, parce que ça serait dommageable de rester sur le carreau alors qu'on a des coureurs de qualité. Les bonnets d'âne, je commence avec Arnaud Démare, mais en fait je mets Arnaud Démare, mais c'est surtout le train, en fait, le travail de la Groupama sur cette semaine. C'est toujours pas en place. Alors que ça soit pas en place en février, bon, on disait il va y avoir un temps d'adaptation, un temps pour se caler. C'est toujours pas en place en avril, alors qu'on a beaucoup couru pour Arnaud Démare. C'est-à-dire que c'est quand même un coureur qui doit avoir déjà 30-35 jours de... Enfin, je n'ai pas vérifié, mais il a déjà un petit peu de jours de course dans les pattes. On va vérifier maintenant. Il a... non, 21 jours, je pensais qu'il avait un peu plus. Sur l'UAE Tour, ça n'allait pas. Bon, il devait avoir plus, parce que je rappelle qu'il est... Bon, voilà, il n'a pas pu faire le Tour d'Antalya et ça l'a mis un petit peu en difficulté derrière, ni le Tour d'Oman, pour cause de Covid. Mais pour le moment, sa meilleure place, c'est 4e sur l'étape 1 de ce Région Pays de la Loire Tour. Sauf que 4e place qui est obtenue dans un petit sprint, il n'y avait pas grand monde dans ce sprint, il devait être 10-15 dans ce sprint, et avec un gros souci d'organisation, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas en place, on n'arrive toujours pas à se trouver. Bram Welten fait toujours un travail catastrophique en tant que poisson pilote. Paul Penouet, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup mieux du côté des sprints, et on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir sur ce Région Pays de la Loire Tour, mais on n'a pas réussi à s'en sortir également du côté de Paris-Nice, du côté du AE Tour. Donc c'est un début de saison très compliqué pour Arnaud, pas au niveau de ses attentes. Alors il a fait un grand Paris-Nice, mais pas forcément dans un rôle de sprinter, presque plus dans un rôle d'équipier. Il prend 2 10e places, mais là aussi, sur des sprints où il n'a jamais trouvé vraiment l'ouverture. Après, il était un peu seul. C'est ce qui va se passer certainement sur le Tour de France, mais on aurait aimé lui trouver un poisson pilote, et pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé le coureur qui pourrait l'accompagner sur le Tour de France en tant que poisson pilote, qui pourrait faire le travail pour l'emmener correctement. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est un peu compliqué autour d'Arnaud Démare, et on espère qu'on va vraiment trouver une solution. Ça commence à être un petit peu longué, cette
Situation, je poursuis avec Benjamin Thomas. Alors autant Brian Cocard a été performant, autant Benjamin Thomas, on ne l'a pas vu de toute la semaine. Benjamin Thomas, il est 39e du classement général à 7,30. Donc c'est pas fantastique. Du côté de Benjamin Thomas, et lui aussi, début de saison compliqué. Il a fait beaucoup de pistes cet hiver et j'ai l'impression qu'il a du mal à renchaîner sur la saison route. Sur ce début d'année, un seul top 5, c'était sur la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var du côté d'Antibes. Pas mal de chutes aussi sur cette semaine sur ces 20 jours de compétition pour le moment, mais il n'arrive pas à trouver le rythme pour le moment. Il n'a pas, voilà, on le voit très peu. Alors là, on l'a vu un petit peu bosser pour Brian Cocard, mais il finit derrière Brian Cocard. Et au final, l'écart n'a pas vraiment baissé. Quand il roulait, Benjamin Thomas, c'est presque plus Konovalovas. Pas Konovalovas, pardon, presque plus l'EF qui ont réduit l'écart à un moment que vraiment Benjamin Thomas. Et oui, pour l'instant, il n'a pas le coup de pédale qu'il avait l'année dernière. Il n'a pas la condition physique qu'il avait l'année dernière. Donc, pas top, voilà, Benjamin Thomas, pas un grand début de saison. Alors lui aussi, il sera du côté de Paris-Camembert, 4 jours de Dunkerque également au mois de mai, Dauphiné au mois de juin, lui c'est déjà prévu, puis Tour de France au mois de juillet. On connaît déjà un petit peu son calendrier, mais il va falloir se muscler un petit peu, parce que là pour le moment, c'était pas fou, muscler son jeu, comme dirait Aimé Jacquet. Nasser Boigny, abandon pour Nasser, sur une chute le premier jour, et très peu de jours de course, et puis très peu de jours de course sans avoir de problème. Pour le moment pour Nasser Boigny. Moi, je ne crois pas à la loi des séries. Voilà, certains vont dire c'est la fatalité, il tombe, c'est pas de chance pour lui. Une chute, il y a toujours une part d'erreur quand tu chutes. Alors soit c'est l'erreur d'un adversaire, soit c'est un peu toi qui fais les erreurs. Je pense que quand on est à la 3e, 4e chute depuis le début de saison, c'est qu'il y a un moment, il y a des choses qu'on ne fait pas correctement. Soit c'est l'équipe qui ne le protège pas suffisamment, qui ne fait pas assez le job autour de lui, c'est peut-être ça l'erreur, soit il a une appréhension, ce qui lui fait commettre des erreurs, soit il est un peu trop sur les freins, un peu trop tendu sur le vélo, et il commet des erreurs à cause de ça, parce qu'il est trop tendu, parce qu'il veut trop bien faire, je ne sais pas, mais moi je ne crois pas à la fatalité. Ça peut arriver une fois, la fatalité, ça peut arriver une fois, allez 2 fois, pas 4. Là, ça doit être au moins sa 4e ou 5e chute. Il y a un moment, c'est qu'il fait des choses pas correctement. Soit il n'arrive pas à frotter, soit quand il frotte, il fait des erreurs. Peut-être aussi à cause d'une perte de masse musculaire. Peut-être un manque de lucidité à l'approche des sprints parce qu'il n'a pas retrouvé l'entièreté de sa condition physique. Mais pour le moment, c'est pas ça. Nasser Boigny. Et bon, ça fait beaucoup de chutes. Il a un gros salaire, Nasser. On ne le paye pas pour tomber. Il faut qu'il fasse attention, Nasser, parce que sa place n'est pas forcément assurée. Vous avez Mozzato, vous avez d'autres coureurs qui sont performants chez Arkea. Hugo Hofstetter également au niveau des sprints. Faudrait pas qu'on commence à avoir des gros doutes du côté de la direction de la formation, de cette formation française bretonne, parce que pour le moment Nasser il a très peu couru, ça c'est un vrai problème. Je vais regarder le nombre de jours de course qu'il a dans les pattes. Nasser, il a 13 jours, 4 chutes, ça doit être un truc comme ça. Abandon sur Tirreno, abandon sur ce région Pays de la Loire Tour, chute également sur le Trofeo Palma. Ça commence à faire beaucoup trop. C'est pas un coureur qui est tout jeune en plus, il a quand même 32 ans. Fin de contrat avec Arkea. En 4 ans, il y a eu des bonnes choses avec Arkea, mais pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de ce coureur-là. C'est un coureur qui a un énorme palmarès, 70 victoires chez les pros, on rappelle. Porteur et vainqueur du maillot à poids. Du Tour d'Italie en 2014. Mais là, oui, ça fait depuis quelques temps que les victoires ont ralenti. Et quand vous regardez, sa dernière victoire date de quand, Nasser? Ça devait être... c'était la Route Tourangelle. Donc ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas gagné. Alors certes, il y a eu des moments de galère. Mais quand vous regardez, avant la Route Tourangelle, sa dernière victoire, c'était Paris-Cheny.
En 2020, il y avait 2 ans de trou, hein. Aussi quasiment une grosse année et demie, on va dire, de trou. Donc c'est quand même très irrégulier depuis quelques temps, je dirais depuis 2018. C'est irrégulier, ça fait depuis 2018 qu'il n'a pas réussi à faire des grosses saisons. 2019, pas de victoire. 2020, il y a 4 victoires, et donc 2021, pas de victoire. 2022, une seule victoire. Donc voilà. Quand vous regardez le palmarès en son début de carrière, vous vous dites, oui, c'est un peu un gâchis quand même de temps en temps, Nasser Boigny. On se dit qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises avec lui. Puis je termine avec AG2R. C'est quand même terrible. Mais c'est là où on voit les soucis du calendrier international. C'est de ne pas pouvoir engager une équipe sur une course française parce que vous n'avez pas suffisamment de coureurs. Quand on est une équipe World Tour, ça fait quand même un peu mauvais genre. Et en même temps, c'est là où on voit le souci de ce calendrier qui est très chargé. Ils sont également sur un front de classique flandrienne. Il n'y avait pas suffisamment de coureurs. Et ils ont eu pas mal de blessés en ce début de saison. Il y a aussi des coureurs qui sont en préparation pour d'autres courses. Mais c'est un peu dommageable d'être obligé de déclarer forfait. C'est une course en France. On aurait pu montrer, pourquoi pas, des jeunes coureurs, tenter de faire des choses avec peut-être 4-5 coureurs. Je sais bien que c'est compliqué, mais c'est vrai que le forfait, ça fait, je trouve, un peu mauvais genre. Pour moi, ça fait un peu bonnet d'âne, quoi. Vraiment faire forfait avant le début de la course. En France, en plus, sur une course professionnelle qui essaye de augmenter, de progresser, c'est un peu tristoun. Tu pouvais peut-être pas venir avec 6 coureurs, bon ok d'accord, mais tu peux peut-être venir avec 3 ou 4 quand même. Forfait, ça fait un peu mauvais genre quand même pour cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!